Et là? J'y vais? Bonjour à tous, je pense que vous pouvez vous installer. On va commencer notre table ronde consacrée aux risques climatiques. Je suis pour ma part Mireille Weinberg, journaliste financière indépendante. Je vais passer tout de suite la parole à Philippe Trainard, membre du Cercle des économistes, qui va faire une petite introduction avant de passer la parole à notre panel. Voilà, une petite introduction, pardonnez-moi un peu austère et économique. Permettez-moi de faire tout d'abord 3 constats concernant le risque climatique. Tout d'abord, le réchauffement climatique est un phénomène confirmé scientifiquement. Je crois que c'est un point fondamental à affirmer. Deuxièmement, derrière la notion de risque climatique, vous avez différentes formes de risques et surtout, eh bien, nous n'en sommes pas à la fin de découvrir de nouvelles formes de risques climatiques. Au départ, on pensait catastrophes naturelles, puis peu à peu, on a pensé aussi pandémie, maintenant on pense aussi finances. Donc, quelque part, on découvre les ramifications du risque et un caractère multiface. Troisième point, je crois important à avoir à l'esprit concernant ce risque, c'est que ce risque n'est pas certain au sens où on n'en connaît pas les frontières avec certitude. Donc il est affecté de coefficients d'incertitude très élevés et ceci est très important et encore plus incertain. Ce sont les conséquences économiques et financières de ce risque. Souvent, les gens sous-estiment. Il y a plus d'accords entre les climatologues sur les conséquences réelles du risque qu'il n'y a d'accord entre les économistes sur les conséquences économiques et financières du risque. Alors, naturellement, l'assurance et la réassurance sont directement impactées par ces évolutions avec 2 conséquences. D'une part, le coût moyen du risque climatique, notamment des risques de catastrophes naturelles, augmente, mais d'autre part aussi la variabilité de ce risque augmente avec une incertitude croissante. Donc on a à la fois plus de risques et un coût plus élevé. Alors, la question est à ce moment-là pour un économiste, comment s'équilibre le marché de la réassurance? Car dans la plupart des pays, nous avons un marché et nous avons un marché qui est quand même relativement efficient. Et là, eh bien, il faut voir qu'il y a au moins 4 points, 4 phénomènes qui vont se passer. Tout d'abord, si le coût moyen du risque augmente, eh bien, in fine, le prix du risque doit augmenter, sinon il y a un problème. Sinon, ceux qui offrent une protection doivent sortir du marché. Le deuxième point, c'est comme le risque augmente, naturellement, la demande de couverture augmente elle-même. Donc la demande ne va pas rester instable. Mais troisième point aussi, comme le prix du risque augmente, eh bien la demande va peut-être pas augmenter autant qu'elle aurait d'augmenter à prix constant. Et surtout, le prix augmentant, eh bien vous attirez des capacités de production. Alors, sur cette base, eh bien le marché de la réassurance va connaître de restructurations assez profondes. Parce que les phénomènes de diversification et de mutualisation doivent être pensés, les stratégies doivent être pensées. Très clairement, ceux qui vont en sortir un peu avantagés sont les réassureurs et les assureurs internationaux parce qu'ils ont une très bonne diversification. Et au fond, ce qu'ils vendent, c'est cette diversification. Les assureurs locaux ou régionaux peuvent parfois offrir des difficultés, comme on l'a vu dans certaines parties du monde, avec pour conséquence que vous allez avoir sur certains marchés des sorties, des assurants sortant du risque, n'est-ce pas, avec des problèmes de couverture pour un certain nombre de personnes, et d'autres assureurs ou réassureurs rentrant sur le marché, mais les phénomènes, comme vous le connaissez toujours sur les marchés, n'ont pas de raison de se passer en même temps. Bon, il peut appartenir aux politiques publiques de faciliter l'entrée-sortie en même temps. Alors dans ces conditions, si le marché s'attrape, pourquoi serait-il inassurable? Il y a 3 raisons qui pourraient rendre le risque inassurable. Une première raison serait que ce risque serait tellement excessif que de toute façon, c'est même pas la peine d'en parler, n'est-ce pas? Il représenterait 20% du PIB et à ce moment-là, bien évidemment, 20% du PIB, ce n'est pas en tant que tel assurable ou ce n'est assurable que dans des conditions très particulières. En tout cas, à ce stade, ce n'est pas ce que les données scientifiques nous permettent d'attendre. Le deuxième point, c'est certaines formes d'intervention de l'État. Pour des raisons de redistribution, l'État peut vouloir limiter les prix, n'est-ce pas, et notamment la hausse des prix. Seul problème, si je limite la hausse des prix, naturellement, le secteur devient moins attractif et d'autant moins attractif que les coûts ont augmenté et que la rentabilité pose problème. Troisième point, troisième façon aussi de rendre inassurable le risque, c'est tout simplement l'État étant bienveillant,
peut se dire eh bien, que certaines personnes n'ont pas pris les mesures, ne sont pas assurées. Eh bien, si le malheur arrive quand même, je vais quand même aller à leur secours. Vous savez très bien, c'est ce qui se passe un peu dans le monde agricole. Et bien qu'ils ne soient pas assurés, ben moi, assureur, moi, État, je vais leur offrir, leur tendre la main. Le problème, c'est que si vous faites cela, naturellement, ceux qui se sont assurés l'année précédente, ben, l'année nouvelle vont dire mais pourquoi pas moi, je vais avoir la même stratégie. Et à ce moment-là, le marché de la réassurance des risques climatiques peut connaître un collapsus. Voilà un peu les conditions très générales, mais je crois que la discussion, Mireille, va permettre de préciser tout cela. Merci Philippe. Alors c'est vrai que là on a toute la brochette, tout le panel du monde des assurances. On a des réassureurs qui sont, je le rappelle pour les néophytes, les assureurs des assureurs. On a des assureurs et on a des courtiers d'assurance. Donc là, on va pouvoir développer tous ces éléments. Je me propose d'abord de vous les présenter. Donc à côté de Philippe Trainard, nous avons Thierry Léger qui est directeur général de SCOR. Vous avez rejoint SCOR, monsieur, en 2023 et vous avez précédemment fait toute votre carrière dans le monde de l'assurance et surtout de la réassurance chez un autre grand réassureur en la personne de Swiss Re. À côté de vous, monsieur Bénéplan, donc vous êtes depuis 2020 directeur général délégué du groupe Adélaïde. Le groupe Adélaïde, c'est l'un des leaders européens du courtage d'assurance, avec des marques comme Verlingue, Génération et Cocoon. À côté de vous, monsieur Jean-Philippe Degneton, vous êtes directeur général de la Massif, donc un assureur en première ligne. Et juste à mes côtés, Olivier Péqueux, vous êtes directeur général adjoint de Groupama et président de Groupama Asset Management. Alors, messieurs, je vais d'abord donner la parole peut-être au réassureur qui a une vision tout à fait internationale. Est-ce que vous pouvez, monsieur Léger, nous dire un peu ce que c'est que ce risque climatique? Donc, on l'a tous éprouvé là ces derniers temps. Pour autant, dites-nous de votre fenêtre à vous ce que vous constatez et si vous pouvez nous donner quelques pesées de cette multiplication du risque. On dit qu'il y a multiplication du risque, encore une fois, on l'éprouve tous, mais vous, dans vos chiffres, qu'est-ce que vous voyez? Donc le risque climatique dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est surtout dû à l'augmentation des températures moyennes dans le monde. Et ces températures ont augmenté énormément ces dernières décennies. Et donc ce que ça crée, c'est des divergences beaucoup plus grandes que dans le passé. Donc vous allez vivre des phases beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus chaudes par exemple, des phases beaucoup plus froides. Vous allez vivre des phases beaucoup plus humides et dans la même région, parfois beaucoup plus secs. Et c'est vraiment ces extrêmes qui caractérisent le changement climatique. Voilà, une chose à se garder en tête. Deuxième élément, le changement climatique se fait graduellement. Il change à peu près de 1% par année. Donc si vous prenez l'impact économique dans le monde entier, ce n'est que 1%. Et alors pourquoi ça nous choque aujourd'hui, le changement climatique? C'est qu'en fait, ces extrêmes se font un peu partout de différentes manières. Donc vous avez des incendies en Californie, dans le sud de la France, vous avez des inondations un peu partout dans le monde qui deviennent toujours plus extrêmes. Mais finalement, quand on accumule tout cet impact économiquement, ce n'est que 1% de plus chaque année. Voilà. Malgré tout, l'impact du risque climatique augmente de 5 à 7% par année. Donc, quelle est la différence entre les 5 à 7 et les 1%? Parce que nous tous, on ressent les 5 à 7. Donc 5 à 7, c'est un doublement du risque climatique en 10 ans quand même. Donc les 5 à 7 s'expliquent que toujours plus de personnes dans le monde en fait, vont vivre dans des environnements exposés au changement climatique. Les gens aiment bien le sud, ils aiment bien être proches de la mer, proches des rivières, c'est là qu'on aime bien vivre, dans les plaines. Et en fait, c'est toutes des régions dans lesquelles il y a le risque climatique qui va frapper le plus dur. Et en plus, quand même, comme population mondiale, on est de plus en plus riche. Et c'est également cette richesse qui fait qu'on expose toujours plus de nos biens au changement climatique. Voilà, donc ça, c'est dans le monde entier. Vous allez donc faire face, on va faire comme population
mondiale faire face à un doublement d'événements et d'impact sur notre économie par le climatique, doublement de ces montants dans les 10 ans à venir. Et pour en venir à la France sera même plus touchée que le reste du monde. Donc là où le monde, par exemple, la température va augmenter de 1,5 degré à 2 degrés, voire plus, les températures en France vont augmenter de 2 à 3%. Et ces 2 à 3%, c'est beaucoup plus que ce qu'on expérimente actuellement. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est à peu près une augmentation de 1,3 degré. Donc, les 40 degrés qu'on a eus dans l'ensemble de la France, ce n'est que le début. Et on ira beaucoup plus loin que ça, malheureusement. Donc, ce qu'on va voir en France, c'est encore plus de disparités entre chaleur extrême et froid extrême, entre sécheresse et humidité. Donc, on aura plus d'incendies, on aura plus de dégâts dus à la sécheresse aux immeubles, on aura plus d'inondations. Donc, c'est effectivement un environnement plus hostile auquel il faudra qu'on se prépare. Merci, Monsieur Léger. Monsieur Bénéplan, cet environnement donc plus hostile, en France, il est pris en charge, enfin, il est par tout un certain nombre, par toute une chaîne encore. On a des assureurs, on a des réassureurs, on a un système public-privé avec un réassureur public qui s'appelle la CCR et qui dispose d'une garantie d'État. Comment est-ce que déjà vous pouvez nous dire comment ça fonctionne et est-ce que ce système-là fonctionnerait dans le schéma que décrit votre voisin, avec cette augmentation des risques, ce système-là, est-ce que ça tient? Mais avant de nous dire si ça tient, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche déjà? Oui, merci. En fait, il faut bien voir le système de couverture comme une sorte d'écosystème, où il y a beaucoup d'intervenants. Vous avez d'abord les assurés eux-mêmes, mais vous avez les assureurs, les réassureurs, vous avez les marchés financiers, on reviendra sûrement sur ce point, et puis bien sûr, il y a l'intervention de l'État, et qui garantit une certaine partie des régimes. Et il faut bien voir que Thierry pourrait en parler mieux que moi, mais il faut bien voir que cette garantie de l'État, ce n'est pas une spécificité française avec la CCR et son rôle dans les CatNat. C'est quelque chose qui existe dans la plupart des pays. Alors, je crois qu'il faut faire, pour faire écho à ce que disait Philippe, 2 constats. D'abord, ce système général, il fonctionne. Si on regarde 2025, qui a été plutôt une année clémente en termes de sinistralité, les marchés d'assurance ont remboursé à peu près 107 milliards de dollars. Et c'est évidemment un montant très important. Et on voit évidemment qu'on va se concentrer ici sur la partie des pertes matérielles. Il ne faut quand même pas oublier que en 2025, les événements climatiques ont fait quand même 18 000 victimes. Alors, ce système, donc, il fonctionne. Je crois que c'est à mettre au crédit de tous les acteurs qui sont autour de moi, mais il reste partiel. Il y a quelque chose qui est un reste à charge. Alors, pour faire plaisir à Mireille et jargonner un peu, on appelle ça un protection gap. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 107 milliards, ils ne représentent que la moitié, en fait 49% des pertes. Donc ça veut dire que si on mesure toutes les pertes financières liées aux événements climatiques en 2025, on en a la moitié qui n'ont pas été couvertes par les marchés financiers. Donc on voit bien qu'à la fois on a un système performant qui a ses vertus, mais qui a aussi devant lui ce défi des restes à charge, ce défi des protection gaps. Merci, Monsieur Bénéplan. Monsieur Dogneton, alors vous êtes l'assureur, un assureur de terrain. Enfin, les assureurs sont souvent des assureurs de terrain, mais Massif encore plus, j'allais dire. Vous, qu'est-ce que vous constatez? Parce que là, on parle des grands agrégats, etc. Sur le terrain, vos assurés, ils disent quoi? Est-ce qu'il y a en France, puisqu'on était revenu en France, des régions qui sont devenues inassurables? Est-ce que vos assurés ont le couteau sous la gorge en se disant on ne peut plus parce que c'est assurable, les tarifs augmentent, les tarifs a beaucoup augmenté en 2025 parce que justement la cotisation obligatoire qu'on donnait à ce réassureur public a beaucoup augmenté. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Bonjour à toutes et tous. Alors, quand on est assureur d'un Français sur 6,
soit par la Massif, soit par les marques du groupe AMA, en fait, on est au contact du terrain et on respire avec le terrain et tout nous remonte, d'autant plus que nous sommes nés dans les territoires. Donc, cette culture du risque et la remontée des sociétaires, on l'a en direct. Alors, que constatons-nous et que nous disent-ils en réalité? Moi, je pense qu'on a observé depuis 20 ans que l'extrême succédait à l'extrême. On constate évidemment la gravité de la situation sur l'ensemble des périls, que ce soit en récurrence ou en intensité. Et on a l'habitude de dire que l'improbable devient probable chaque année. On parle à la fois de sécheresse, d'inondation, de grêle ou de tempête, 4 périls qui sont des périls majeurs. Alors moi je pense qu'il y a 2 formes de violence. L'une dont on n'a pas parlé jusqu'ici, c'est la violence sociale et humaine. En réalité, nos concitoyens nous font remonter que la situation est particulièrement douloureuse, qu'elle est particulièrement anxiogène. Et quand vous avez des événements climatiques, par exemple, de plus en plus, vous développez l'assistance psychologique. C'est-à-dire qu'on vient immédiatement en soutien des familles. De plus en plus, vous avez des gens qui disent « je ne peux pas rester sur place, donc il va falloir que je bouge ». Et moi, j'ai vu et je constate des mouvements d'un certain nombre d'assurés qui vont sur d'autres sites. Donc ça, c'est la dimension sociale humaine. Il faut la prendre en compte, elle est majeure, parce que c'est ce qui soude le pacte finalement social. Deuxièmement, la charge économique. Ça a été listé, mais sur la dernière période en France, elle a doublé. Elle est autour de 5 milliards, elle a doublé par rapport à la décennie précédente, et elle va à nouveau doubler à l'horizon 2050. On a du mal à le matérialiser, mais ça a été dit, un horizon 2100 à 4 degrés, c'est 10% ou 20% du PIB qui s'effondre. Et donc ça pose 2 questions. La première, c'est est-ce qu'au gré de ce paysage que je dresse sombre, les assureurs ont-ils lâchement abandonné les territoires? C'est une question qu'on peut se poser. Et la réponse est non. La réponse est non pour une raison assez évidente, c'est que tout le système assurantiel français, et pas simplement des CatNat, est fondé sur la mutualisation des risques. On essaie de couvrir le plus grand nombre, et c'est vrai de toutes nos garanties. C'est un patrimoine pratiquement génétique et historique. On ne sait pas faire vraiment autrement que de la mutualisation. La segmentation est plutôt hors du paysage. Cette mutualisation, ça veut dire que dans les régions où il n'y a strictement aucun risque climatique, on paye exactement la même cotisation. Ça veut dire qu'en catastrophe naturelle, chaque foyer par an paye 42 €, voilà, pour couvrir les sinistres que je citais tout à l'heure, à l'exception de la grêle et de la tempête. Et l'étude menée par la CCR sur l'Observatoire de l'assurabilité montre qu'à 98%, il y a bien un bon paysage qui est réalisé. À 2%, quelques tensions, mais qui sont souvent liées à des densités de population. Donc, l'image fidèle, c'est de dire que les assureurs n'ont pas quitté le bateau. Ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que ça induit qu'il faut faire l'autruche et pas regarder le reste? Il ne faut évidemment pas faire l'autruche. Et je pense là aussi qu'il y a 2 sujets, si on les décompose. On a un passif, on a un énorme passif. En 82, quand les parlementaires élaborent la loi sur les CatNat, ils disent surtout on fera très très attention à ne pas construire n'importe où. On fera d'autant plus attention que c'est absolument pas ce qui a été fait. On a construit à peu près n'importe où, y compris dans les lits de rivières. Deuxièmement, on a beaucoup construit de maisons individuelles, mais sur des règles qui manquaient de rigueur, manque d'analyse de sol, fondation insuffisante. On parle souvent de l'Espagne aujourd'hui, mais l'Espagne savait faire ça depuis longtemps, ce qui fait qu'une maison individuelle sur 2 est concernée par un risque de rétractation de l'argile. Ça, c'est la dette, il va bien falloir la gérer. Et il va falloir la gérer par toutes sortes de moyens, y compris du mouvement, c'est-à-dire du déplacement. Et puis il y a l'avenir, tout ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui. Et là, on n'a pas le droit de se dire qu'on va continuer à faire comme avant. C'est strictement impossible. Donc ça veut dire que les investissements doivent changer de nature, les projets doivent changer de nature, les infrastructures doivent changer de nature, l'aménagement du territoire également doit être impacté. Mais peut-être qu'on reviendra dans les questions suivantes parce que ça aborde la prévention, etc. Donc moi, ce que je pense qu'il faut retenir, c'est qu'en France, on a un système protecteur, mutualisé presque fondamentalement dans sa génétique, qui est couvrant, qui n'est pas pris en défaut, mais ça n'augure pas de l'avenir. Et que par conséquent, c'est là qu'on doit mettre l'accélérateur et l'action. Monsieur Péqueux, pour Groupama, presque la même question. Qu'est-ce que vous constatez, vous? Quelles sont les remontées de terrain? Et vous pouvez peut-être nous parler aussi d'un autre petit secteur qui est celui énorme des agriculteurs, puisque vous couvrez
l'assurance récolte et tout ça, et j'imagine qu'en matière de climat, il y a des problèmes abyssaux. Oui, alors je partage voilà, ce que vous venez de dire avec le point de vue de la Massif ou d'AEMA. Il n'y a pas aujourd'hui de retrait des assureurs liés à ce risque climatique. Il y a eu des cas très médiatisés, notamment sur les collectivités locales. Vous vous rappelez, je crois que c'était en 2022, des inondations dans le Nord, qui d'ailleurs posent la question des investissements publics et du maintien d'infrastructures. Bon, ça c'est un autre sujet, celui de la prévention, peut-être sur lequel on reviendra, mais il y a eu des cas médiatisés, d'ailleurs, voilà, qui nous ont parfois concernés. On est à Groupama assureur de plus d'une commune sur 2 en France, et à 35 000 communes, donc oui, ça fait quand même un bon observatoire. Et évidemment, quand il y a un cas, il peut remonter, mais c'est vraiment marginal. Parfois on résilie, souvent d'ailleurs, quand on résilie, c'est souvent qu'il y a un problème de respect de réglementation, justement de plans de prévention. Les communes aussi ont des obligations en matière de prévention, notamment sur les inondations. Mais on a un marché des collectivités locales aussi qui, d'une manière générale, était assez déséquilibré sur le plan tarifaire depuis des années. Et des événements ont été un peu le révélateur de situation, et il y a eu un ajustement et des hausses de prix, mais très globalement les assureurs et nous aussi on est restés présents. D'ailleurs il y a aussi une initiative qui s'appelle Collective Assure, justement pour traiter les cas de collectivités qui auraient du mal à s'assurer, et il y a eu sur 35 000 communes à peu près 150 saisines, et quand on regarde pourquoi, c'était très peu sur des risques émeutes ou des risques climatiques, c'était plutôt sur des problématiques de gestion des déchets, de transport de déchets. Donc je dirais qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'émoi, ça a été médiatisé, mais dans le fond, les assureurs, dont nous, au premier rang, on est restés très présents. Ensuite, il y a la plus grosse partie du risque climatique qui porte quand même sur les ménages, sur l'assurance habitation. Et en France, il faut... Finalement, vous avez donné un chiffre, c'est 45 €. Ça, je pense que c'est la surprime CatNat. Mais voilà, la prime habitation en France, c'est entre 250 et 300 € en moyenne. Aux États-Unis, c'est 2500. Dans certaines zones, c'est 5000. Donc, on est sur des ordres de grandeur quand même assez différents. Et sur ces 250 €, il y a à peu près 70 € de prime pure climatique. Donc il y a la partie sécheresse et inondation qui est CatNat, couverte par la Caisse centrale de réassurance. Mais il y a le vent, la grêle, des tas de choses. Mais voilà, c'est à peu près 70 € en moyenne par ménage qui s'assure, et 98% des Français sont assurés. Et donc, on a matière à mutualiser. Donc voilà, donc je pense que le tableau, de ce point de vue-là, il est relativement rassurant. Malheureusement, ça veut dire qu'il faut prendre en compte à la fois les évolutions économiques et socio-économiques. Je pense que c'était un point intéressant rappelé par Thierry Léger. C'est vrai qu'il y a le risque climatique, mais il y a de plus en plus de gens sur le littoral. C'est des endroits qui sont attractifs, et ça induit une augmentation des risques en plus des valeurs. Donc je pense que la plus grande partie de la hausse des sinistres en montant, ça vient plus de ces impacts socio-économiques, valorisation des biens, inflation et localisation, que du changement climatique lui-même, même si le changement climatique amène à des situations dramatiques. Et je partage complètement le constat aussi du fait que quand on parle d'impact, il ne faut pas penser impact qu'économique, il y a des impacts humains très forts. On vit effectivement, nous, avec d'ailleurs tous nos élus sur tout le territoire, des situations assez dramatiques, et la prévention, c'est aussi pour éviter des histoires, des malheurs de ce point de vue-là. Alors sur l'agricole, pour aller très rapidement, Philippe Trainard, vous en avez parlé en introduction. Effectivement, c'est le danger en assurance, c'est que la puissance publique vienne en aide à tous les aléas. Bon, après, on peut se dire que c'est très bien de le budgéter, dans certains pays ça se fait, mais dans ce cas-là, il ne faut pas compter sur un système assurantiel pour couvrir le risque, parce que personne ne va avoir envie de s'assurer s'il sait qu'il va être rattrapé par un filet de sécurité. Et donc c'est vrai que c'est un peu une situation qu'on avait en France jusqu'à la réforme de 2023, où on avait un système de calamité naturelle et un système assurantiel. Et le système de calamité naturelle, il était financé sur fonds publics, et il venait en aide à des grandes pertes. Alors théoriquement, il ne devait pas intervenir pour les grandes cultures. Depuis la réforme de l'assurance multirisque climatique, c'était réservé à l'arboriculture, à certains segments. Simplement, quand il y a eu des situations catastrophiques avec peu de gens assurés, bien sûr, il y a a posteriori des interventions, on peut le comprendre, publiques. Donc c'est pour ça que la réforme de 2023 va dans le bon sens.
puisqu'elle repose clairement trois piliers. Premièrement, le fait que les agriculteurs assument une partie du risque jusqu'à on appelle ça une franchise entre 20 et 30% de pertes. Ensuite, il y a le système assurantiel jusqu'à 50% de pertes. Et ensuite, un système de calamité naturelle qui intervient entre 50% et 100%. Et là, la protection, elle est doublée pour les gens qui sont assurés. Donc normalement, on ne dit pas aux gens qui ne sont pas assurés qu'ils n'auront rien parce que c'est humainement intenable, mais on incite à l'assurance. Alors on a vu donc c'est un engagement budgétaire. On a vu une hausse des taux d'assurance, mais qui reste assez modeste. Alors les hausses de taux d'assurance, on l'a vu surtout en viticulture, en arboriculture, les prairies aussi qui n'étaient quasiment pas assurées. On les assure maintenant avec des indices. D'ailleurs, on travaille avec Airbus, avec la profession, pour créer des indices pour assurer vite et bien, je dirais, parce que voilà, calculer la quantité d'herbe qui manque dans une prairie, c'est pas évident. Donc on a vu globalement quand même une progression, mais on est loin des niveaux chinois. Moi, j'ai passé 7 ans en Chine, principalement pour développer de l'assurance agricole, et là-bas, on est passé de 20 à 60% de surface couverte. Et alors, bon, voilà, c'est une différence entre les systèmes incitatifs d'une façon ou d'une autre. En Chine, on est passé à 60% avec une injection massive de fonds publics. En Chine, c'est 15 milliards de dollars à 75% portés sur fonds publics qui viennent en assurance agricole. Donc je pense qu'en France, on a fait un effort supplémentaire, mais on n'est encore pas tout à fait là. Et ça prouve aussi que partout dans le monde, on a besoin d'un support public pour l'assurance agricole. Peut-être juste garder le micro pour finir là-dessus. Je pense qu'il y a un point commun à l'assurance habitation agricole, à beaucoup d'assurances, c'est une faible conscience du risque. Et alors, il y a des études américaines, par exemple, pour les zones sinistrées en tempête ou en submersion marine. Les gens ont conscience du risque pendant quelques années après un sinistre, et puis après, ça s'estompe déjà assez vite. Et dans l'agricole, c'est particulièrement vrai. Bien sûr, l'agriculture a toujours été très soumise au changement climatique, mais on voit que la conscience du risque ne suffit pas pour accepter de payer une prime qui reflète le risque. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces dispositifs de soutien public, de ces partenariats publics-privés, pour aider à l'assurabilité de ces risques. Merci Monsieur Pecqueux. Monsieur Léger, donc vous disiez doublement du risque en 10 ans ou à peu près. Monsieur Pecqueux disait que la prime finalement était très basse en France. Est-ce que ça veut dire mathématiquement qu'on va vers une explosion des tarifs? Est-ce que c'est encore assurable? Oui, dites-nous. Écoutez, ça coûte combien un café par jour? 3-4 euros. Vous le multipliez sur un an, ça vous fait à peu près 1000 euros pour vos cafés. Et par rapport à une prime de 60, 70, 40 euros selon les calculs, il me semble que même si ça devait doubler, ça ne représente toujours pas une charge énorme pour les Français. Je pense que le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des régions, des habitations qui, il y a encore 10-20 ans, n'étaient pas inondées du tout et aujourd'hui se font inonder tous les jours. Donc la question est, pour une telle maison, est-ce que le Français qui habite dans un appartement à Paris au 3e étage sera prêt à payer pour cette maison qui aujourd'hui est inondée tous les jours? Parce que c'est ça la mutualisation. 50% des maisons françaises sont sur un sol argileux, donc exposées à la subsidence. Donc l'argile avec des temps de sécheresse en fait se rétracte et ça mène à des fissures dans les immeubles. Et donc est-ce que encore une fois, les personnes qui sont dans des zones non argileuses sont prêtes à payer pour les personnes qui ont une maison dans les zones argileuses? C'est un vrai débat, il me semble, social. Mais en fait, la charge mutualisée n'est pas le problème, ni les compagnies d'assurance, ni la capacité des réassureurs. C'est une industrie qui existe depuis des centaines d'années. Il y a énormément de concurrence. C'est un système très efficace. Avec la globalisation des risques aujourd'hui, avec la diversification d'un réassureur, c'est un système très efficace qui a les réponses, mais il faut également le cadre qui permet le déploiement de ces capitaux. Monsieur Bénéplan, on voit que finalement ça semble être assurable. Pour vous qui êtes un assureur pur jus, les fondamentaux pour qu'on continue à assurer ce risque, c'est quoi? Je crois que les fondamentaux, c'est effectivement
très important de les respecter, et ça a été très bien illustré par tout ce qui s'est dit. Le premier, c'est la définition même de l'assurance. L'assurance, ce n'est pas la gestion des risques, c'est la gestion des risques par leur mutualisation. Et tous les intervenants ont bien insisté sur le fait que cette mutualisation, elle est nécessaire, et que si elle ne se fait pas, eh ben, ça sera d'autres solutions que l'assurance. Le deuxième, je pense qu'il faut insister sur le contexte qui aide à cette mutualisation. Hein. Donc, d'abord, mutualisation entre les territoires. Hein, le système des CatNat, il impose à ce que tous les Français souscrivent dès qu'ils sont titulaires d'un contrat dommage au système des CatNat. Ça fait que on peut couvrir le tremblement de terre à Nice. Alors, si l'option de se couvrir contre le tremblement de terre était optionnelle, oui, ça serait inassurable. Oui. Hein. Après, Donc là, vous parliez, en fait, l'assurance est obligatoire en auto et en habitation. Non, pas en habitation. En habitation ? C'est une fois que vous avez un contrat habitation, vous êtes couvert par le régime des CatNat. Okay. Le deuxième point, c'est qu'il faut travailler à la modélisation et il faut évidemment tendre vers une tarification juste. Hein, et puis, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle des pouvoirs publics, justement dans cette mutualisation. Hein, ce que je vous ai dit sur la partie des CatNat, mais plus généralement, il faut aider là-dessus. Après, si on se place du point de vue des porteurs de risques, des assureurs et des réassureurs, la base de leur métier, c'est qu'il faut qu'ils puissent mesurer et limiter leurs engagements. Hein. Et ça, il faut le faire par deux choses. Un, la robustesse des contrats. Il y a une notion du droit des contrats. Si à la fin, un juge décide que ce qui est écrit dans le contrat doit être interprété différemment, c'est très compliqué pour les assureurs. Et puis après, bien sûr, il y a la garantie financière de l'État pour les très très grandes catastrophes. Hein. Le dernier point sur les fondamentaux, c'est la participation des assurés à leurs risques. Je pense qu'il est naturel, légitime, que les assurés participent à leurs risques, mais ça doit se faire plutôt sous la forme de franchise que de limitation des plafonds. En fait, pour être clair, on peut comprendre que lorsqu'un dommage survient, il y a une part qui est gardée par l'assuré. En revanche, si le dommage est très important, il ne faut pas que la couverture couvre la moitié du dommage. Hein. Ça, c'est très important. Il y a eu quelques éléments dans un rapport de la Cour des comptes qui n'étaient pas très clairs là-dessus. Il faut vraiment réaffirmer que la participation des assurés, elle est en bas de la distribution des sinistres, elle n'est pas en haut. Donc ça signifie que quoi ? Quand le sinistre est petit, la franchise ne doit pas augmenter avec le sinistre, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est que vous pouvez avoir des franchises de toutes sortes, mais si vous avez un sinistre très grave, la garantie n'est pas partielle, elle est totale. C'est-à-dire que ah oui, c'est complètement pris en charge. C'est une histoire de plafond. Ok. Monsieur Dogneton, donc le régime des catastrophes naturelles en France, il est assez unique. Vous vous dites qu'il faut défendre ce régime. Qu'est-ce que vous amélioreriez ? Si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi ? Moi, je pense qu'à destination peut-être de nos politiques et d'autres, il faut bien resserrer ce débat sur la question climatique. Parce que des alternatives, il n'y en a pas 36 000. La première, c'est effectivement le régime CatNat mutualisé avec sa prime que j'évoquais à 42 €, qui sera peut-être doublée ou triplée à l'horizon de 2050. Mais c'est le vrai sujet où on garde le risque et on le couvre. L'alternative qui se présenterait, c'est méthode pays anglo-saxon, c'est-à-dire à chacun selon ses moyens. Et puis ça peut être plus généralement ce qu'on observe sur l'ensemble des pays européens, des périls qui ne sont pas couverts, la sécheresse. Donc je pense qu'on veut tous des assurances accessibles et globalement couvrantes. Donc il n'y a pas à réinventer 36 000 systèmes. Je sais bien qu'on a parlé de sécurité sociale climatique. Pour moi, ce n'est absolument pas opérationnel. C'est négliger le fait qu'il y a des centaines de milliers de sinistres à gérer, que ce sont des coûts de gestion, qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a des réseaux, etc. Bon. Donc je pense qu'il faut essayer de resserrer notre débat. Ensuite, il n'y a que deux moyens de faire face. Le premier, c'est effectivement suivre la valeur du risque et le faire de manière étalonnée et pas par à-coup comme on l'a pu le faire en 2025. Et le second, c'est d'essayer d'atténuer le risque. Et donc, atténuer le risque, c'est
effectivement avoir un engagement formel sur la prévention, et sur la prévention, y compris la prévention de mouvement. Je disais tout à l'heure qu'avec le fonds Barnier, il y a des aménagements de territoire qui commencent à se faire avec des sites et des Alors le endroits fonds que l'on Barnier, quitte. c'est quoi justement? Le fonds Barnier, il est alimenté par une partie de la cotisation. Il le représente aujourd'hui 300 ou 350 millions d'euros et il assume deux effets. La prévention, ça c'est plutôt l'effet général, et parfois des déplacements de sites ou d'habitations, voire d'aménagement d'une ville. Donc on aide les gens à déménager, quoi. Mais bien sûr, moi je pense que la prévention, c'est aussi la prévention du mouvement, mais pas que. C'est la prévention pour gérer des dommages potentiels qui pourraient survenir selon des méthodes douces. C'est ce qu'on fait en matière de sécheresse. C'est lorsqu'on répare, le faire avec des matériaux résilients. C'est possiblement, quand il y a eu une inondation, de mettre les prises non pas en bas du mur, mais à l'étage. Et moi qui fais des visites de sites à Angers, à Saintes, dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'est-ce que je vois ? Je vois que concrètement, c'est ça qui se met en place. Donc il y a ceux qui veulent partir de l'endroit, il y a ceux qui veulent y rester, mais il y a des conditions différentes. Eh bien, tous ces dispositifs, il faut les inviter. Il n'y a pas 36 méthodes, il faut prendre le risque en tenaille, par l'atténuation, par sa valeur. Et vous citez tout à l'heure les effets de mouvement. Il y a 500 000 habitations qui, à l'horizon 2100, vont être touchées par l'érosion ou la submersion marine. Voilà. Donc ça, il faut essayer de planifier ce que sera ce mouvement parce qu'il va se réaliser de toute façon. Et puis, peut-être reparlerons-nous de prévention. La prévention, pour 1 euro investi, vous évitez 8 euros de coût. Donc le bilan économique, si on l'intègre bien, nous inviter à agir très vite. Plus on va agir tard, plus le coût sera important et plus on va exclure une partie de la population. En fait, le débat n'est pas de se dire « je fais ou je ne fais pas ». Il faut faire. Le débat n'est pas de dire « j'atténue ou j'adapte ». Il faut atténuer et adapter. Et le grand risque, c'est de le faire beaucoup trop tard. Et le faire beaucoup trop tard, c'est perdre une partie de la population. Vous avez vu qu'avec la canicule, 40 millions de Français ont été concernés. J'ai dit tout à l'heure, 3/4 des Français ont connu un événement climatique majeur. Donc on voit bien que à partir de ce diagnostic-là, il faut mettre en mouvement l'action. Alors ça suppose des financements. Moi, je ne suis pas politique, mais après, le financement, avec les priorités, ça suppose des renonciations. Et ça, c'est un autre sujet. Merci. Monsieur Pecqueux, finalement, on va parler directement de prévention, puisque c'est une des manières, effectivement, de s'adapter. Comment, vous, assureurs, vous participez à cet élan de prévention ? Oui, alors je pense que vous avez cité un certain nombre de choses qu'on fait aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des visites de risque très techniques pour les collectivités locales notamment, pour les accompagner dans la prévention de leurs risques. Après, sur le risque de retrait gonflement des argiles, c'est vrai que là, les solutions ne sont pas si simples que ça. Il y a des expérimentations en cours qui sont financées soit par l'État, soit par France Assureurs. Ça, c'est le plus gros risque en matière de pour la CCR, c'est la moitié des indemnisations. Ouais. Donc alors, ça, ce sont en fait, avec la sécheresse, les fissures qui apparaissent dans les maisons, c'est bien ça. Il y a 20 ans, c'était 30% et ça n'arrête pas de monter. Et donc peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, c'est presque 60%. Et d'ailleurs, nous aussi, on est présents dans pas mal de pays. On est en Italie, on est du premier assureur en Roumanie. Là-bas, ce n'est pas assuré. Donc on est la moitié de l'intervention de la CCR, ou 60%, ça se fait sur des risques qui, dans d'autres pays, ne sont juste pas assurés et qui donnent lieu d'ailleurs à des détresses économiques, puisque si une maison devient inhabitable ou perd toute sa valeur, évidemment, c'est des drames humains considérables. Et là, malheureusement, il y a des expérimentations en cours. On sait qu'on peut faire des choses. Alors on peut faire des choses qui ne vont pas plaire à certains, couper des arbres, parce que les arbres absorbent l'eau et donc ça renforce la sécheresse autour du bâtiment. Donc quand il y a des arbres c'est complètement contre-intuitif. Trop près d'une maison, c'est pas bon pour ce risque. Ou alors, mais ça c'est plus coûteux, il faut introduire des membranes pour protéger les racines. Il y a des systèmes de micropieux qui sont très coûteux. Le problème de ça, c'est que la prime d'assurance, on a rappelé les ordres de grandeur, c'est 250 à 300 euros. Alors, j'ajoute un bémol quand même sur ces coûts d'assurance, c'est que d'une part, il y a une montée tendancielle en moyenne, et je pense qu'il va y avoir une dispersion qui va s'accroître. Parce qu'il y a quand même, si on regarde les choses objectivement, il y a une tendance sur le marché de tous les assureurs à mieux prendre en compte la spécificité du risque.
Je pense que vous parliez d'un rapport de la Cour des comptes qui disait théoriquement, il ne faudrait pas dans le système CatNat tarifer en fonction du risque. Je crois qu'ils écrivaient ça, mais en fait non, c'est jamais ce qui a été fait. Ce qui n'est pas en fonction du risque, c'est les 20%. Avant c'était 12%, maintenant c'est 20% de surprime qui sert pour les risques CatNat, donc sécheresse et inondation. Mais sur le risque, d'une manière générale, on a une liberté tarifaire. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que les zones à risque ou les habitations à risque vont voir leur prime moyenne augmenter beaucoup plus vite. Il y aura une plus grande différenciation des tarifs. Dans l'assurance, Philippe Tréhard vous faisiez un peu de rappel théorique sur les problèmes d'assurabilité. On a deux grands ennemis, c'est l'aléa moral et l'antisélection. L'antisélection, ce serait qu'on fasse payer le même prix à tout le monde. Et donc seuls les gens très risqués ont tendance à s'assurer, et puis les autres s'assurent plus, etc. Enfin bon, c'est bien connu. Donc il va y avoir de toute façon naturellement, et c'est ce qu'on voit déjà, une différenciation des risques. Et nous, clairement, ce qu'on voit, c'est beaucoup moins de résiliation sur les portefeuilles qui sont les plus exposés au risque. Voilà. Donc il y a clairement, pour certains ménages, des coûts qui vont augmenter plus vite que cette moyenne. Après, il y aura des situations où, quand on est au bord d'une falaise et que la falaise est grignotée, là, il y aura des questions de déménagement. Donc, sur les retraits gonflement des argiles, on a un système très protecteur en France. On mène des expérimentations pour savoir ce qu'il faut faire, mais le problème, c'est que souvent, les moyens de prévention, par exemple mettre des pieux, etc., quand les maisons n'ont pas de fondation, c'est les maisons des années 60 qui sont concernées. Là, ça coûte beaucoup plus cher qu'une prime d'assurance. Et donc, c'est pas en modulant la prime d'assurance ou c'est pas en mettant des franchises qu'on va inciter à des solutions très coûteuses. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à investir dans ces solutions. Mettre des prises un peu plus haut, ou quand il y a une inondation, ne pas remettre du parquet, mais du carrelage. Enfin, il y a des choses à faire, bien sûr, tous azimuts. Nous aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on devient de plus en plus technique sur le risque. Donc maintenant, on essaye de modéliser, bien sûr, notre présence sur les territoires les plus exposés, parce que on répond à l'appel, mais on veut bien s'assurer qu'on est... on prend notre part du risque normalement. On modélise l'impact de la grêle selon la pente du toit, etc. Enfin, on est amené aussi, sous la pression de cette aggravation des risques, à être aussi de plus en plus technique, à mieux mesurer nos expositions. Et vous citiez des risques qui allaient augmenter. Je pense que aussi ce qu'on voit, un risque qui augmente beaucoup, c'est celui de la grêle. Parce que c'est vrai qu'il y a des débats sur les tempêtes. Je pense qu'on n'a pas clairement défini le fait que le réchauffement climatique allait entraîner plus de risques de tempête en France. Enfin, moi, j'ai jamais rien vu de concluant là-dessus. En revanche, sur la grêle, comme on a des gradients de température plus élevés, on a des grêlons de plus en plus gros. Donc, à événement de grêle donné, quand le grêlon fait cette taille-là ou est tout petit, c'est évidemment pas les mêmes dégâts. Et ça touche les automobiles, donc c'est pas que l'assurance habitation. Et donc là, ça c'est un risque qu'on voit augmenter. Et ça fait peut-être le lien aussi avec une autre chose que je pensais dire, c'est que on a bien sûr un marché de la réassurance qui a adapté ses tarifs, je pense, on peut le dire, en 2022. Mais on a aussi... On l'a adapté au risque. Oui, on a... Ils ont augmenté. on va pas déclencher de débat trop pointu là-dessus, mais bon, on a vu ce sujet-là. Après, c'est vrai, mais on peut le comprendre. Nous aussi, on a un point, c'est qu'on a pu émettre un cat bond dédié au risque grêle en début d'année. Donc c'est une obligation qu'on ne va pas rembourser aux investisseurs. Donc on va leur verser un coupon beaucoup plus élevé qu'un coupon classique, sans risque. Mais les investisseurs ne toucheront pas soit leur coupon, soit leur capital en cas d'un gros événement climatique pour Groupama. Et donc là, c'était un cumul de grêle sur notre portefeuille France. Donc c'est vrai qu'on est amené aussi à être un peu innovant pour trouver sur ces risques qui sont en évolution assez forte, pour trouver de nouveaux risques, de nouvelles façons de les couvrir. Merci. Monsieur Bénéplan, on a vu qu'il y a pas mal d'acteurs qui entrent en ligne de compte sur ces risques-là. Il y a les communes, les départements, l'État, les assureurs, les courtiers, etc. Comment on arrive à se mettre tout ce petit monde en harmonie pour faire de la prévention, justement ? C'est clé que la prévention et la protection, sans vouloir pinailler, il faut travailler les deux sujets. C'est très important et c'est très important pour tous les acteurs, mais tous les acteurs n'agissent pas de la même façon. Donc,
nous, chez Adélaïde, on a plutôt une clientèle d'entreprise. Donc, s'agissant des entreprises, il faut voir que la culture de la prévention, elle est très, très ancrée chez les réassureurs, chez les assureurs, chez les courtiers et chez les clients. Hein. On a eu, au fil du temps, un souci de prévention qui a démarré plutôt par les risques de dommages aux biens, et il s'est créé une vraie ingénierie du risque. Hein. Les normes incendies, elles ont été développées partiellement par les assureurs. Hein. Si on prend Factory Mutual, qui est un assureur américain, vous avez chez Factory Mutual autant d'ingénieurs prévention que de souscripteurs et de régleurs de sinistres. Donc ça c'est très important. Et à partir de là, à partir de ce socle qui est un socle solide, vous avez vraiment un développement d'une nouvelle ingénierie prévention où on commence, et là tout le monde travaille, les assurés, leurs conseils, les assureurs et les réassureurs, à mettre en place des solutions concrètes de prévention par rapport au risque climatique. Hein, et c'est quelque chose de nouveau. S'agissant des particuliers, Jean-Philippe en a parlé, je lui laisserai la parole là-dessus. Il y a un problème qui se pose, comme ça a été aussi évoqué, sur les collectivités locales et l'État. Il y a le sujet du risque, mais je pense que plus généralement, il y a un sujet d'une manque de culture du risk management. Hein, et l'État n'est pas très bon aujourd'hui pour gérer ses propres risques. Hein, on ne va pas parler de Notre-Dame ou de choses comme ça, mais il y a vraiment un problème là-dessus. Et il y a à mon avis, un autre phénomène qui concourt au fait que du côté des collectivités locales, il y a eu des tensions, c'est le mode d'achat d'assurance. Hein. C'est un mode d'achat qui a été très structuré par les appels d'offres de marché public, où la prévention, finalement, n'était pas un critère très fort. Hein, et le critère numéro 1, c'était le prix, ce qui a créé les problèmes de tension tarifaire sur le marché, avec la dégradation du principal acteur qui était la SMAC. Donc vous voyez, la prévention, on part d'un cycle très fort sur l'entreprise. Les assureurs et les réassureurs sont très puissants là-dessus. Et puis, on a quand même des progrès à faire sur la partie collectivité locale et sur la partie de l'État. Et j'insiste sur la partie de l'État. Et puis, sur les particuliers, j'allais dire, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de gens à convaincre et c'est plus un sujet d'incitation. Monsieur Donneuton, justement, en termes de prévention, comment vous faites? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qu'il faudrait un peu changer en France pour que ça fonctionne mieux? Alors, un tout petit rebond, parce que c'est la culture de la prévention qui fait défaut en France, et on l'a évoqué tout à l'heure, tous les deux, on a évoqué la santé, etc. Moi, je pense qu'il faut... Tout ça doit prendre racine sur une politique générale. Et la politique générale qu'on devrait tous avoir, les Français, elle devrait faire tronc commun. Et à partir de là, on fait des racines de prévention. Je veux dire quoi? Il existe un plan national d'adaptation au changement climatique. Il a été établi en 2025. Il faut le lire parce qu'il est extrêmement riche, hein, une cinquantaine de mesures. Il concerne les particuliers, il concerne les pros, il concerne les collectivités, il concerne les infrastructures, il concerne toute une série de sujets. Et ça devrait être notre tronc commun, si on en est d'accord, tous les Français. Et à partir de là, on peut commencer à travailler parce que ça pose la culture de la prévention et ça devrait être coercitif. Et là, aujourd'hui, c'est simplement optionnel. Donc si on admet qu'il y a une politique générale de prévention et de culture du risque et du réchauffement, alors on peut commencer à attaquer les sujets. Pour ce qui concerne les sujets d'assureurs, je l'ai dit, bien sûr, on peut compter sur la responsabilisation. Oui, la responsabilisation, ça peut marcher pour partie, notamment s'il y a une espèce de culture générale et un socle qui a été posé. Mais ça ne suffira pas. Ensuite, il y a évidemment... Le côté planification, pour moi, qui est très important. Il va falloir planifier un plan et fixer nos priorités. C'est quoi qu'on veut traiter? C'est prioritairement la sécheresse? C'est prioritairement les inondations? C'est un autre sujet? Donnons-nous un cap. Faisons des mesures d'impact. Trop souvent, ça manque de mesures d'impact. Il faut des réseaux d'experts et de réparateurs. C'est fondamental. On perd de l'expertise aujourd'hui. Les experts sont de moins en moins bons, de plus en plus rares. Et les réseaux de réparateurs, on les cherche. Donc, et ça, c'est du local. C'est-à-dire que réinvestir là-dessus, c'est réinvestir sur du local, sachant que, évidemment, toutes les régions sont aujourd'hui concernées. Ensuite, il y a la réparation, il y a le temps de la réparation. On l'a dit tout à l'heure, il faut réparer de manière qualitative et adossée et ajustée au risque, notamment avec les matériaux résilients. Et il y a l'anticipation.
pas facile, mais l'expérimentation que tu citais tout à l'heure, elle donne des signaux intéressants. C'est-à-dire venir préventivement sur un bien dont on peut penser qu'il est potentiellement concerné par du retrait-gonflement. Parfois, ça passe par des méthodes assez simples. Injection d'une nappe d'eau sous la fondation qui va faire l'amortisseur, mettre le drain là où il faut, effectivement éloigner les arbres, couper les arbres lorsqu'ils sont trop près de l'habitation. Des choses assez basiques qui sont de la pure prévention et qui évitent la réalisation du risque. Et puis, je l'ai dit, moi j'en suis absolument convaincu, construire une prévention du mouvement. Et il ne faut pas croire que nécessairement on contraint les gens. Il y a une partie de la population qui peut se manifester. J'ai le témoignage de la ville d'Arques qui a été inondée à 3 ou 4 reprises en 2023-24. Et c'était dans des quartiers qui sont fatalement inondés de manière récurrente. Les gens ont souhaité en partir. Avec le fonds Barnier, un quartier entier a été déserté. Mais ça s'est fait avec nos concitoyens qui l'ont souhaité, qui l'ont géré, qui l'ont élaboré. Et puis, dernier point, peut-être en matière de prévention, tous les mouvements d'accélération. Alors, on sait qu'il y en a un député ou un sénateur qui a déposé un projet de loi. Il ne faut pas 3 ans pour mettre les éléments de prévention. Avoir des bâtards d'eau, il faut pouvoir aller vite. Ça limite, ça atténue le risque, c'est très important. Donc, vous voyez, les mesures, on peut les égrener, mais je pense qu'on a besoin d'un socle commun, partagé par l'ensemble des Français, qui dit, voilà, on trouve une racine, on trouve une logique, on trouve des financements aussi, faut se le dire. Et derrière, on peut décliner. L'assureur seul ne fera pas tout. La collectivité locale seule ne fera pas tout. Et c'est là qu'une planification peut être une ressource intelligente. Ce n'est pas un modèle à la mode, mais c'est un modèle quand il y a des temps de crise et quand on a besoin de penser long qui peut fonctionner. Merci, Monsieur Donsion. Monsieur Léger, peut-être faites-nous rêver, vous qui voyez un peu tout ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'il y a un pays ou des pays où vous trouvez que le système de prévention est particulièrement bien huilé? Je vais être très bref. Oui. Non. Ça, ce serait la réponse la plus brève. Donc, en matière de prévention, et je vais vraiment être très rapide, il y a vraiment 3 gros chantiers. Un, c'est prévenir les températures d'augmenter encore plus. C'est ce qui coûtera le moins cher au monde entier. Donc, il faut éviter le pétrole, le charbon, le gaz. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et ensuite, il faut faire face à des températures qui augmentent. Et là, il faut prévenir de bâtir dans des zones inondables. Il faut construire. Il y a beaucoup d'argile en France. Il faut juste. C'est pas très compliqué de construire une maison pour qu'il n'y ait pas de fissures. Qu'on le fasse. Ça me semble vraiment pas compliqué. Donc, il faut prévenir déjà ces choses-là. C'est le deuxième chantier. Celui-là, il coûte de plus en plus cher parce qu'on ne fait pas bien le premier. Et le troisième, il faut également prévenir, c'est-à-dire, il faut s'assurer. Donc là, je fais un peu publicité pour mes collègues, parce que c'est une forme de prévention. C'est de dire, parce qu'on ne peut pas éviter les impacts, les catastrophes naturelles. Il y en aura toujours. Et c'est à ce moment-là qu'on aura besoin d'être assuré financièrement ou autrement. Et donc, voilà les 3 chantiers. Et c'est totalement faisable. Et l'industrie de l'assurance et de la réassurance, ils ont les capacités et le savoir-faire d'adresser les 3. Merci, Monsieur Léger, pour cette dose d'optimisme. Je voudrais peut-être maintenant vous donner la parole si vous avez des questions à poser à nos assureurs, réassureurs, courtiers. Si vous voulez bien vous présenter avant de poser votre question. Merci. Ça marche, je sais pas, oui. Bonjour, je m'appelle Jacques Fabry. Je m'intéresse à ces questions depuis 2008. En 2008, j'avais posé une question à Michel Barnier, à l'époque, qui m'avait envoyé à Météo France. Je fais rapide. En 2000, c'était trop tôt. En 2013, il y a un député qui a posé une question au gouvernement. On s'est fait ramasser tous les deux. Le 23 mars 2017, tous les 23 mars, c'est la journée internationale de la météo. On ne peut pas dire mondiale, parce qu'il y a toujours des pays qui ne sont pas dedans. Et l'Organisation mondiale de la météo a mis à jour son Atlas mondial des nuages. Et dans cet Atlas mondial des nuages, il y en a 3. Donc j'avais posé une question sur le net là. Je vous la lis, elle est sur l'Internet. Comment se faire indemniser de, ouvrez les guillemets, catastrophe naturelle mais pas que, fermez les guillemets, survenue en partie sous les nuages homogénitus, générés par l'homme, homo mutatus, qui ont échappé à l'homme, volutus, qui font de la grêle sans cumulonimbus, terme officiel depuis la mise à jour du 23 mars 2017 de l'Atlas mondial des nuages. Voilà.
Je voudrais attirer l'attention sur ces nuages qui sont bien présents et pour lesquels on peut faire quelque chose. Grande poésie, mais... C'est pas de la poésie, c'est les termes Bien sûr. de l'OMM. Est-ce qu'il y a quelque chose à répondre ou est-ce que c'est une jolie conclusion? Allez-y, monsieur Trainard. Non, on peut peut-être faire une conclusion en rassemblant un tout petit peu ce qu'il a dit. Je crois qu'il y a une unanimité sur le phénomène. Nous sommes face à un risque graduel qui croît de façon continue. L'assurance a fait son travail, elle est présente, elle ne s'est pas retirée, elle fonctionne. Mais il y a un énorme problème, il y a un éléphant dans la pièce qui s'appelle la prévention. N'est-ce pas ? Et il n'est pas sûr que la prévention fonctionne bien. On nous a cité pas mal d'éléments, que ce soit dans la subsidence, que ce soit dans la concentration de la population dans les zones extrêmes. Et là, on voit bien comment faire. Alors, on a cité, je crois, premièrement, il faut faire des franchises et surtout pas plafonner justement l'indemnisation. L'assurance est là pour payer les extrêmes. Et puis, le deuxième point, on s'aperçoit que tout le monde paye la même chose, qu'il habite le dernier étage d'un HLM en Seine-Saint-Denis où il est exposé à zéro risque, ou qu'il habite au bord du Gard où il a construit une très belle maison, n'est-ce pas, où il était inondé tous les 2 ans. Et donc là, il y a un vrai sujet où il faut séparer très probablement dans l'avenir, la réflexion doit aller dans ce domaine-là, comment séparer l'assurance qui incite à prévenir et la solidarité qui établit une certaine redistribution entre ceux qui sont exposés et ceux qui ne sont pas exposés au risque. Mais il faut séparer les deux, car le mélange des deux amène à une exposition croissante au risque. Merci Philippe, merci à tous et à très bientôt. Ceux qui veulent poser des questions vont pouvoir attraper un des intervenants indépendamment parce qu'il faut qu'on libère la salle. Merci.